Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du marché de l'emploi aux États-Unis qui nous a sorti des chiffres aujourd'hui qui sont pas nécessairement excellents pour les assets à risque dont Bitcoin fait partie actuellement, puisque c'est la manière dont le marché en ce moment, on va dire la case dans laquelle le marché met Bitcoin. Et donc du coup voilà, on va discuter de ça et puis on va faire un tour des news comme d'habitude et tout simplement de qu'est-ce qu'il se passe sur l'écosystème blockchain crypto-monnaie. Alors ici, on est toujours sur Bitcoin face au dollar. Vous voyez qu'on est venu chercher pile poil cette zone de liquidité au 17,3. Une des grandes questions ici qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va revenir en bas pour chercher la zone des liquidités qu'on va dire qui se trouve entre les 16,3 et les 15,9 ou alors pour le moment, est-ce qu'on va réellement donner raison plutôt aux figures chartistes comme celle-ci par exemple, épaule tête épaule inversée, qui a une target autour des 18,2 et potentiellement on sait que ici il y a également de la liquidité à prendre autour des 18,7 et potentiellement jusqu'au 19,5. Ça, c'est pas nouveau. Donc, pour l'instant, la grande question, c'est ça. C'est est-ce qu'on va venir à court terme prendre cette zone-là ou alors est-ce qu'on va aller d'abord plus haut? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en regardant tout simplement les news, le sentiment, etc. Pour moi, Ether qui supporte un peu mieux la, entre guillemets, mauvaise nouvelle d'aujourd'hui. En tout cas, il tient son support des 1260. On avait annoncé ce support bien avant qu'il sorte et là, pour moi, vraiment, il est vraiment en train de le tenir depuis qu'il l'a cassé. Maintenant, à force de le marteler, il faut espérer qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles sur Ether. Et il y a justement une mauvaise nouvelle sur Ether, à savoir que la CFTC est en train de lâcher Ethereum. C'est sorti hier à 14h. C'est-à-dire que le président de la CFTC, qui avait plutôt dit nous, Ethereum, pour nous, c'est notre domaine de compétence. C'est effectivement une commodité, ça n'est pas une sécurité, c'est plus, entre guillemets, une matière première, une sorte d'internet de la monnaie, plus que réellement, entre guillemets, un contrat d'investissement. Eh bien, à la conférence de Princeton, notre ami Rustin Benham a commencé à dire que c'était pas nécessairement ici le cas et que il voyait potentiellement Ethereum plus comme une sécurité dorénavant qu'une commodité. Alors ça fait un peu chier parce qu'en octobre il avait dit l'inverse, donc bon, et à un moment donné il va falloir qu'il fasse un petit peu son choix, mais on avait ici la SEC qui voulait plus ou moins récupérer Ethereum, ou en tout cas qui ne sait pas actuellement si Ethereum est une sécurité ou une commodité, et désormais on a la CFTC qui effectivement lâche Ethereum, puisque ils commencent à dire que effectivement Ethereum n'est pas nécessairement de leur ressort de compétences. Donc voilà, on suivra ça de près. Le prix d'Ethereum n'a pas nécessairement réagi à cette news. Pour l'instant on va voir effectivement ce qu'il en est. Ça veut dire que peut-être que c'est déjà dans les prix, le fait que Ethereum devra potentiellement aux États-Unis à un moment donné être sous l'égide de la SEC, c'est-à-dire remplir des formulaires à chaque fois qu'ils veulent faire un nouveau truc, etc. Et pour les utilisateurs d'Ethereum, éventuellement, à chaque fois que vous voulez acheter un Ethereum, etc., de la même manière, remplir des formulaires également. Donc beaucoup plus de contraintes, mais pour l'instant, ce qui va vraiment trancher, en fait, en réalité, c'est le procès, la SEC contre XRP, Ripple, qui va vraiment ici nous dire est-ce qu'on peut considérer que les digital assets peuvent être considérés éventuellement à partir du moment où ils font des ICO, etc., et à partir du moment où il y a du staking, donc du rendement, est-ce qu'ils sont effectivement des securities ou pas? Ou alors est-ce qu'on va tout simplement leur débloquer une sorte de statut spécial, ce qui tomberait sous le sens, en fait, entre guillemets, mais qui va enlever une partie de leur rapidité. Bon bref, c'est pas la question du jour ici. On va sur les news dorénavant. L'économie américaine qui a ajouté 263 000 emplois en novembre et le taux de chômage qui reste à 3,7%. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que nous disait le consensus, c'est-à-dire ce sur quoi tout le monde était plus ou moins d'accord sur les prévisions. Le consensus nous disait 3,7 pour le chômage, on a eu 3,7, donc ça c'est plutôt bon. Par contre, en ce qui concerne les créations d'emplois, le consensus nous disait 200 000 créations d'emplois, on en a eu plus. Vous allez me dire c'est bon pour l'économie, moi je vais vous dire non, pas nécessairement, c'est pas très bon pour Jérôme Powell, en tout cas le chairman de la Fed,
puisque lui, en l'occurrence, il veut que le marché de l'emploi soit plus détendu, plus relâché, et là on est vraiment sur un quasi plein emploi aux États-Unis, et ce que surtout Powell ne veut pas voir, et c'est ce qu'on voit ici sur le average hourly earnings, c'est-à-dire globalement les salaires horaires, tout simplement, les salaires horaires, eh bien on avait un consensus qui nous disait 0,3% d'augmentation sur le mois, et en fait on a eu 0,6, donc 2 fois plus. Le précédent était de 0,5, ça nous donne en year over year, donc d'une année sur l'autre, on avait un consensus qui était à 4,6 et en fait on a eu 5,1. Pourquoi c'est pas très bon tout ça? Parce que tout simplement on risque de rentrer dans une forme de spirale des salaires, c'est-à-dire on augmente les salaires, donc les prix continuent d'augmenter, et donc finalement l'inflation s'auto-alimente comme ça ad vitam aeternam. Et pourquoi je change de chart pour vous montrer quelque chose? Oui, c'est que Bitcoin a plutôt mal réagi à cette news, la news est sortie à 14h30. Et vous voyez qu'à 14h30, on a eu cette bougie qui doit faire un moins 1,5%. Pour le moment, le prix se reprend pas trop mal, mais bon voilà, on est toujours attentif à ce type de news qui finalement, en filigrane, répond à la narration globale qui est celle de l'inflation autour de Bitcoin, qui encore une fois, je le répète, est anti-inflationniste dans son fondamental, mais est considéré par le marché, les hedge funds, toutes ces choses-là. Ils n'ont pas vraiment de case où mettre ça. Donc du coup, ils le mettent entre guillemets comme une action US stock, comme une action du Nasdaq. Une potentielle révolution qui n'a pas encore eu lieu. On continue sur les news. Donc du coup, je vous ai expliqué un petit peu tout par rapport au marché de l'emploi, pourquoi cette baisse, etc. Quand on est sur Coindesk, on nous dit qu'effectivement Bitcoin tombe à cause du marché de l'emploi. Ici, vous le voyez, la chute de FTX était un crime et pas un accident. Et ça, il faut vraiment bien faire les choses. J'ai encore vu des trucs aujourd'hui sur SBF qui sont vraiment à vomir. Donc du coup, voilà, enfin bon, c'est... un gouvernement des Bahamas qui est probablement corrompu, ce hack qui est potentiellement quelque chose qui en fait avait été plus ou moins prévu depuis le départ pour payer des gens, pour tout simplement être tranquille et bien à l'abri, à se demander si finalement une partie du Gotha américain n'est pas et de la politique américaine n'est pas un petit peu dans le coup. Finalement, on finit même par se demander est-ce que cette chute, elle n'était pas prévue quelque part, et est-ce qu'elle arrange pas tout le monde à un certain moment, et pourquoi ce mec-là est toujours pas en tôle en fait, parce que vraiment tout ce qui a été vu sur ce mec-là est vraiment à vomir littéralement, et donc pourquoi tout simplement on va pas le chercher quoi, et puis donc voilà, l'Afrique du Sud qui visiblement marque une forme de régulation autour des cryptos, donc ça a l'air plutôt bull entre guillemets la manière dont c'est présenté. Et ici on a vu le Brésil, j'en avais parlé aussi il y a quelques jours, qui est plus ou moins en train d'adopter un amendement qui permette aux commerçants d'utiliser tout simplement Bitcoin. C'est pas forcément monnaie légale, c'est-à-dire que c'est pas forcément obligatoire de l'accepter, mais ça sous-entend que la possibilité leur est offerte pour l'utiliser. Et on est là par pays, je trouve, dans un niveau d'adoption assez intéressant. On sait qu'un Nigérian sur 3 possède des crypto-monnaies. Sur les pays qui ont vraiment des problèmes, au Liban, on utilise vraiment les stablecoins de manière quotidienne parce que tout simplement la monnaie s'est effondrée. Au Venezuela également. Et entre guillemets, on crée ici des cas d'usage hyper intéressants, je trouve, pour Bitcoin. Et à un moment donné, ces gens-là qui vont être bitcoinisés vont éventuellement éviter la débancarisation. Donc c'est ce pourquoi Bitcoin a été créé aussi au départ. Et voilà, comme du peer-to-peer, de peer-to-peer cash system. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que... théoriquement, utiliser Bitcoin réellement comme un moyen de paiement, comme c'était je me rappelle plus, Jack quelque chose, j'ai oublié son nom de famille, mais qui a fait l'application Strike, qui est une application de paiement via le Lightning System sur Bitcoin. L'idée ici, c'est que vraiment, même le jour où les commerçants comprendront qu'ils ont tout intérêt à accepter la crypto-monnaie et que c'est aussi rapide que Visa, voire plus rapide parce qu'ils touchent l'argent directement, alors que pour Visa, vous avez une preuve, vous avez un ticket, et que ce ticket-là, on va vous donner l'argent après entre 3 et 10 jours glissants. Et que Visa va vous prendre 2,5% de frais de transaction, alors que à un moment donné sur Bitcoin vous allez être entre plutôt 0,01 ou 0,1% de frais de transaction.
Toutes ces choses-là, le problème global étant plus ou moins la volatilité de Bitcoin. Donc ça m'amène à cette potentielle réflexion qui est de dire est-ce que la révolution, elle n'est pas dans un premier temps sur la blockchain, la technologie, et c'est effectivement ce qu'essayent de pousser les Janet Yellen, les BlackRock, Circle, etc. C'est-à-dire pousser des stablecoins qui sont entre guillemets privés ou pas, ou alors des monnaies de banque centrale, et les pousser vers tout simplement utiliser la technologie crypto qui est nécessairement forcément extrêmement intéressante pour pouvoir tout simplement mettre la monnaie dans une sorte de pipeline et augmenter, on va dire, la vélocité de mouvement de la monnaie, ou alors est-ce que vraiment la valeur ajoutée, elle est dans la tokenisation de la tokenisation, c'est-à-dire tous les projets réellement crypto, c'est-à-dire est-ce que elle n'est pas plutôt dans les ICO, effectivement, de gens qui ont des bonnes idées avec des bons projets, etc. Est-ce que ça peut pas être les deux aussi? Est-ce que je trouve que ça pose pas mal de questions, l'adoption de ces pays qui sont entre guillemets un petit peu en ce moment dans la merde, et on sait que c'est un peu le cas du Brésil, où c'est pas forcément en ce moment tout beau, tout bien. Mais avec des pays qui ont quand même des potentiels de croissance à 2 chiffres, etc., et qui essayent un petit peu de... On rappelle ici, le Salvador, qui essaye par exemple d'attirer plus ou moins les crypto-millionnaires, etc. Toutes ces choses-là, en fait, posent vraiment des questions au niveau de la régulation qui sont hyper intéressantes, je trouve, et qui ramènent juste à la question qui est de dire, est-ce que la révolution, c'est tout simplement la blockchain, ou est-ce que la révolution, c'est réellement de pouvoir tout tokeniser, et bien entendu ici qu'il y a plein de projets qui sont hyper intéressants là-dedans, c'est-à-dire que la tokenisation est hyper intéressante aussi, mais est-ce que finalement elle va quelque part, quels sont les projets qui vont quelque part, etc. Donc faites vraiment bien attention à tous les fondas dans lesquels vous pouvez ici rentrer. Réfléchissez bien aux projets sur lesquels vous pouvez éventuellement rentrer, parce que il y en aura beaucoup qui vont tout simplement mourir sur le chemin. Et voilà, j'espère que mon propos a été clair. En tout cas, je sens que j'ai pas nécessairement réussi à dire en une phrase ce que je voulais dire au départ, mais vous comprenez ici l'idée. Donc les NFP, on en a parlé. Sur le calendrier économique de la semaine prochaine, on n'aura pas grand chose, un petit peu de PMI, donc le PPI, Producer Price Index. On n'aura pas grand chose, ça va être une semaine quand même plutôt calme, de la productivité, un petit peu de marché de l'emploi, mais pas de news, on va dire, majeure. Oui, c'est bien la semaine prochaine, ça. La semaine d'après, on aura un CPI et on aura un meeting de la Fed, donc on risque d'avoir de la volate dans 2 semaines assez conséquente. Ici, toujours pareil, on parle du marché de l'emploi, comme on l'a fait tout à l'heure sur le début de vidéo. On va maintenant aller voir tout ce qui est sentiment et marché en levier. 37 millions de liquidés sur la journée d'hier pour les leviers, 12,6 millions qui ont été faits sur Bitcoin et 10 millions sur Ethereum. Au niveau des options, on a clôturé, je crois, pas loin du Max Pain Price, c'est-à-dire qu'on était à 16 009 et on a clôturé on était à 16 005 en Max Pain Price et on a clôturé à 9h ce matin autour de 16 900. Donc on n'a pas fait gagner le strike des 17 000, donc ça c'est plutôt cohérent par rapport aux options. Ensuite, ici, je vous ai déjà fait les niveaux. Globalement, on a juste créé un nouveau point de longue à venir prendre sous les 1260. Et ça, c'était pour Ethereum. Et pour Bitcoin, j'y arriverai pas. Hop là, sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un nouveau point de longue également, et qui sera qui sera sous les 16,8. Donc pour l'instant, ce niveau des 16,8, il tient. Pour l'instant, on est plutôt longué sur ce niveau. Vous le voyez là ici, Open Interest qui monte et Funding qui augmente. Pour le moment, ça tient dans cette zone, donc pourquoi pas. On va essayer d'aller regarder un petit peu ici les poches de liquidité plus précisément. Et là, on va voir que, je vous fais un refresh sur les deux, même sur les trois. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que sur Bitcoin, on a plus de longueur que de shorter, toujours. Ça fait un moment que ça dure. Vous voyez qu'on plafonne autour des 6 milliards en faveur
sur les 5 derniers jours en faveur des longueurs, plus de longueurs que de shorteurs. Donc du coup, on pourrait réfléchir ici à un retracement sur Bitcoin autour des 16,3. Néanmoins, on a des grosses positions, et moi c'est ça qui m'intéresse, des grosses positions en short qui s'ouvrent, c'est-à-dire ici, vous le voyez, 185 millions, qui pourraient nous aider à passer les 17,5. Même chose sur Ether, on a beaucoup de choses à liquider en dessous, notamment cette grosse position, je trouve ça étonnant qu'on ne soit pas venu la prendre là ici, à moins qu'elle ait été ouverte en levier x100 et qu'on l'ait liquidée à ce niveau-là, mais je trouve ça étonnant qu'on ne soit pas venu chercher les 1220$ sur Ether, et sur Ether, vous le voyez, un très gros short également qui s'ouvre ici à 159 millions de dollars, avec un prix de liquidation autour des entre 1319, 1280, 1293, on va garder le niveau des 1319, ici vous voyez qu'on a pas mal de densité au niveau des longueurs. Donc globalement, je pense que 1319 est une bonne target très court terme. Et je pense que ici, dans la densité au niveau des longueurs, sous les 1200, dès qu'on sera passé sous les 1260, voilà, on aura ici liquidé pas mal de monde. Donc gros point à prendre sous les 1260, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur Ether. Et voilà. Ici, on regarde la heatmap en un mois. Un mois, vous voyez qu'on a beaucoup de choses sous les 15 000. On a également beaucoup de choses sous les 13 000 et on a beaucoup nettoyé en haut cette zone au niveau du jaune, mais on a encore du boulot à faire si jamais on sait qu'on a de la valeur là, hein, et globalement vous voyez que là c'est plus resserré, mais on a autant de valeur à venir prendre en haut ici jusqu'au 21-22 que en dessous jusqu'au 15 100. Donc le concept ici c'est où va le CVD, où va réellement la demande au spot, et je pense que comme on a des liquidités dans les deux sens, les market makers dans tous les cas jouent les deux tableaux, et que donc du coup on aura potentiellement ici de l'argent à se faire de toute façon dans les deux sens du côté des market makers. Vous le voyez ici quand on passe sur la 7 jours, on a toujours les 15,9, ça c'est la fameuse zone de liquidité que je vous montrais, et moi je trouve que la 7 jours en ce moment fonctionne très bien, c'est pour ça que j'ai mis en avant cette zone de liquidité qui est sous le prix actuel. Néanmoins vous le voyez qu'on forcit un petit peu ici dans le short, et que dorénavant on a aussi une zone de liquidité en haut à venir prendre au 17,8. Donc les liquidités nous auront pas forcément ici aidé à donner une direction au prix, puisqu'on en a des deux côtés. On va revenir sur le prix et plus ou moins faire une conclusion autour de tout ça. Donc, on a un fonda qui est pour moi bon. Cette news au niveau du marché de l'emploi, elle aurait pu catalyser pour monter. Elle ne l'a pas fait malheureusement, puisque la data est pas très bonne. Mais globalement, on a quand même ici Powell on a un CPI baissier, on a Powell qui nous a dit, etc. Donc je vois pas nécessairement ici le prix, sauf news fondamentale vraiment dégueulasse, revenir dans cette zone de liquidité là, en tout cas pour le moment. Donc on est là le 2 décembre, pendant 8 jours, je ne suis pas sûr, sauf s'il y a une news qui nous permette de le faire, que le CVD va se retourner, puisqu'en gros, ce qu'on regarde quand on regarde le CVD, on regarde cette courbe-là, est-ce que vraiment il va se retourner baissier, un petit peu comme ça avait été le cas ici, où vous le voyez par le passé, si je prends une time frame plus grande, vous allez le comprendre sur toute cette zone-là, suite au post-FTX, etc. Est-ce qu'on aura ici une nouvelle liquidation, de grosses liquidations, un nouveau FUD, etc. Ça, je peux pas vraiment vous le dire. En tout cas, on sait qu'on a de la liquidité à prendre en bas, c'est sûr. Mais pour moi, étant donné que la semaine prochaine, on n'a pas nécessairement des grosses nouvelles qui vont sortir, étant donné que si on sort de l'écosystème crypto, ça va être plutôt calme la semaine prochaine et ça devrait s'énerver un petit peu autour du 10 décembre, eh bien, pour le moment, je vois plutôt de l'upside. Donc si jamais on a ici de l'upside, ça voudrait dire tout simplement de venir confirmer cette épaule, tête épaule là, et venir rechercher le niveau des 18,2, 18,3 à minima, peut-être 18,6. On a quand même déjà pris cette zone qui était importante au 17,3 et vous voyez que depuis le prix corrige nécessairement. Je vois des shorts rentrer, ils sont assez conséquents, 150, 200 millions, etc. Donc ça commence à être intéressant de voir ces longues rentrées là, mais je vois aussi qu'effectivement il y a quand même du monde dans cette box. Donc l'idée ici, et quand je reprends le chartisme à plus long terme, donc vraiment la charte à plus long terme, vous comprenez ici qu'on a aussi une autre épaule tête épaule, j'essaie de vous la spotter là. On a une autre épaule tête-épaule qui elle aussi a confirmé sa cassure et elle est là, épaule gauche, tête, épaule droite, et celle-là, elle a sa target qui est toujours autour des 14 000 $. Donc revenir ici tester la ligne de coup me paraîtrait pas déconnant. C'est-à-dire revenir faire ici un point autour des 18,5, 18,6 et puis ensuite éventuellement repartir.
Quand on regagne ici cette droite orange qui date depuis très longtemps, hein, l'espèce de résistance oblique qui parfois devient support, hein, ça j'en ai parlé déjà hier, on n'a pas tendance nécessairement à la retrouver assez rapidement. Donc peut-être, on sait qu'on a un truc à prendre ici autour des 15,9. On sait aussi qu'on doit venir faire un tour ici autour des 13,7. Peut-être que l'idée, ça serait de revenir tester la ligne de coup ici et venir prendre plus tard ce qui se trouve tout simplement au 15,9, 16,3. Cependant, la news d'aujourd'hui détériore, vous le comprenez, les très bonnes news économiques qu'on avait eues sur les derniers jours. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais elle n'a pas créé vraiment cette espèce de... C'est pas non plus une news extrêmement majeure. Si on avait eu un chômage qui était redescendu à 3,5, là, ça aurait pu être... mais voilà, on sait que, bon, effectivement, le marché du travail est tendu. Powell l'a expliqué aussi, c'est pour des questions démographiques, etc. Mais ça, je vous renvoie à la vidéo d'hier. Je crois que c'était celle d'hier où j'ai parlé du discours de Powell pas mal. Donc voilà, j'aurais du mal à trancher ici, mais je dirais quand même, puisque j'aime bien moi proposer des scénarios, hein, c'est vraiment une proposition que je vous fais ici là, comment dire, ne le voyez pas ici comme voilà une... J'aime bien me mouiller, moi, voilà, sinon je trouve que ça sert à rien de faire une chaîne YouTube où on ne dit pas son propre sentiment, on dit peut-être que ça va aller là et peut-être que ça va aller là. Je comprends pas vraiment le concept, donc parfois j'ai tort et je l'assume totalement. Mais j'aurais quand même tendance à dire, autant hier j'étais en train de dire je pense qu'on va revenir retest ici assez fortement cette box et ensuite effectivement on fera un move au 19,5, autant aujourd'hui je trouve que les entrées de ces shorts là qu'on voit ici, ces grosses positions pourraient nous donner un peu plus d'upside, c'est-à-dire potentiellement venir faire un tour au 18,3, 18,4 où on sait aussi qu'il y a de la liquidité. Donc voilà, reste à voir qu'est-ce qu'on a par exemple si on regarde les options, qu'est-ce qu'on a sur les options prochainement, c'est-à-dire vendredi prochain, donc jusqu'au 9, puisque là on parle à horizon une semaine. On a un max point price qui est toujours à 16,5, donc ça favorise plutôt une latéralisation pour le moment. Pas de gros strike, vous le voyez, il y a rien en fait entre 15,5 et 19, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup on pourrait aussi bien être à 17,5 voire 18, 17,5 que être à dans 10 jours autour des 15,5 16 000. Pour le moment, en tout cas, dans le milieu, il n'y a rien, vous le voyez. Et après, on a un joli sourire, plus ou moins. On a des gens qui ont donné un Bitcoin ici assez fortement, qui ont joué le Bitcoin à 11 000 $ pour le 9 décembre. Vous voyez que le put-call ratio est très fortement en faveur des puts, donc plutôt baissier. On est plutôt baissier sur cette option-là. Donc voilà, à venir voir nécessairement. Après, parfois le prix fait ce que disent les options, parce que les gens ont suffisamment d'argent pour pousser les prix vers leurs options. Parfois, c'est juste au cas où, c'est plus un système d'assurance utilisé par les institutionnels, c'est-à-dire au cas où le Bitcoin tombe à 11 000 $, je hedge mon portefeuille avec des options. Comme ça, au moins, du coup, j'ai acheté des options, et si vraiment il tombe à 11 000, finalement, j'aurais gagné du Bitcoin en plus. Donc, du coup, je pourrais ici avoir hedgé mon portefeuille, étant donné que, on va dire, en valeur, il correspondra à peu près à mon portefeuille précédent. Donc, parfois, c'est un mécanisme simplement d'assurance. Donc voilà, j'ai pas forcément donné ici une direction, mais pour moi, elle serait plutôt montée un peu plus encore, potentiellement jusqu'à 18,2. Pour ensuite venir peut-être un petit peu plus tard rechercher ici, par exemple, autour du 11 décembre ici, juste avant pré-CPI, etc. On pourrait avoir un mauvais CPI aussi, ça pourrait tout à fait être possible. Ça nous avait déjà fait le coup en mai-juin, où on avait eu un CPI baissier, donc tout le monde croyait que c'était la fin de l'inflation, et puis c'était en fait ce qui s'était passé sur une des grosses corrections. Quand je dis correction, je dis haussière. Ici, voilà, pendant toute cette zone-là, en fait, dans cette zone-là, on avait eu un CPI, donc dans cette zone ici, de montée. Quand je dis correction ici, c'est ce qu'on fait là. On avait eu un CPI qui était très encourageant. Vous voyez qu'on avait eu un très beau W ici, weekly. On avait eu énormément de très beaux signaux qui nous disaient que ça allait repéter en haut. Et en fait, pas du tout, puisque le CPI avait mis un terme à tout ça. Et ensuite, la Fed a augmenté très fortement les taux
très rapidement, et voilà, Bitcoin a réagi tout à fait comme le S&P. On est corrélé avec le S&P depuis mars 2020. Moi, je pense que cette corrélation ne va pas durer très longtemps. Je pense pas que la corrélation va être ad vitam aeternam. Moi, j'ai pour avis que on en a encore pour peut-être 1 ou 2 trimestres de cette corrélation forte, et ensuite que la crypto va plus ou moins faire sa vie par rapport au S&P et au Nasdaq. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo. J'en ai posé beaucoup puisque la chaîne vient de fêter ses 1 an, et du coup j'ai dû poser 300 questions comme ça, donc j'ai du mal à en trouver des nouvelles, surtout quand je regarde l'environnement de mon bureau. Je sais pas pourquoi j'ai ce tic à chaque fois d'essayer de trouver une question tout simplement enfin sur mon bureau. La question du jour, elle sera tout simplement de dire pour une fois on va faire une question autour des crypto-monnaies. Dites-moi pourquoi et comment vous êtes rentré dans les cryptos, qu'est-ce qui vous a amené à ça, voilà, pour vous, qu'est-ce que ça représente en termes d'opportunités ou pas. Donc ça sera voilà, ici une sorte de présentation de pourquoi on se retrouve ici, vous derrière votre écran et moi devant le mien, enfin devant la caméra, et pourquoi vous êtes intéressé par les cryptos. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à mettre un like, c'est important, et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt.